Salut à tous. Dans la guerre en Ukraine, Poutine n'avait qu'une seule source de pouvoir, le pétrole. Des salaires des fonctionnaires jusqu'aux missiles envoyés sur les lignes de front, toute la machine de guerre dépendait du flux de cette ressource. Pour Poutine, le pétrole n'était pas seulement une source de revenus. C'était le moyen le plus sûr à la fois de soutenir la guerre et d'acheter la loyauté de la population. Un point de presse pro-Trump appellerait probablement cela de la domination énergétique jusqu'au moment où le dépôt de carburant se met à pleuvoir dans la rue. Poutine croyait que cette ressource était en sécurité. Les raffineries se trouvaient à des centaines, parfois même à des milliers de kilomètres des lignes de front. Aucune arme ukrainienne n'était censée pouvoir les atteindre. Du moins, c'était l'hypothèse. Mais l'Ukraine a brisé cette confiance arrogante, non pas avec des missiles à plusieurs millions de dollars, ni avec de la pression diplomatique, mais avec des drones bon marché passant sous les radars. C'est la partie qu'aucun slogan de rassemblement n'explique facilement. Un drone bon marché peut humilier une illusion très coûteuse. En avril 2026, le coup le plus dévastateur de cette stratégie défaillante a été payé dans la petite ville portuaire de Tuapse, sur la mer Noire. L'une des 10 plus importantes raffineries de Russie a été engloutie par les flammes et c'était la 3e fois qu'elle était incendiée. Des résidus de pétrole transportés par le vent ont recouvert les rues en même temps que la pluie. Du carburant s'est déversé dans la mer et des quartiers ont été évacués. Les personnes forcées de quitter leur domicile vivaient au cœur même de l'un des sites d'infrastructures énergétiques les plus critiques de Russie. La raffinerie Rosneft de Tuapse, d'une capacité annuelle de 12 millions de tonnes, sert de porte d'entrée aux exportations énergétiques du sud de la Russie. Du nafta, du diesel et du mazout sont expédiés depuis cet endroit par pétrolier vers la Méditerranée, l'Europe et les marchés mondiaux. Fermer cette porte d'entrée ne réduit pas seulement la capacité de production, mais étouffe aussi tout le trafic d'exportation qui passe par la mer Noire. L'Ukraine a frappé cette porte d'entrée 3 fois au cours du mois d'avril, la mettant effectivement à l'arrêt. La première frappe majeure a eu lieu le 6 avril. Des réservoirs de stockage et des infrastructures portuaires ont été ciblés, des incendies se sont déclarés et les opérations ont été interrompues. La Russie a lancé des réparations, mais avant même que les premières équipes puissent se mettre au travail, la deuxième frappe est arrivée. Le 20 avril, la deuxième attaque a ravivé les incendies et une pluie de pétrole a commencé à tomber du ciel. Avant même que la Russie puisse évaluer les dégâts de cette deuxième attaque, la troisième frappe la plus destructrice est survenue dans la nuit du 28 avril. Le gouverneur régional de Krasnodar, Kondratiev, a été forcé d'annoncer un incendie de grande ampleur. Le feu s'est propagé jusque dans les rues. L'eau a été coupée dans plus de 30 rues, 130 foyers ont subi des pannes de courant, puis les évacuations ont commencé. Les données officielles indiquent que 31 personnes ont été évacuées jusqu'à maintenant, mais certaines sources affirment que ce nombre a atteint 50 à 60. Les résidents évacués ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. À mesure que l'incendie se rapproche des zones résidentielles, même cette question devient de plus en plus incertaine. Les images satellites ont révélé la dimension ironique de la situation. La nappe de pétrole dérive vers le palais de Poutine au Capitokopaz. Malgré cela, Anna Popova, directrice de l'autorité sanitaire russe Rospotrebnadzor, a déclaré qu'il n'y avait aucun risque pour la santé, que la situation était sous contrôle et que des experts effectuaient des mesures régulières. Cela a le même parfum de conférence de presse que lorsqu'on déclare que tout est parfait pendant que le plafond est visiblement en feu. Mais cette assurance officielle n'a pas calmé la colère du public. Elle l'a alimentée davantage. L'expression « il n'y a aucun risque pour la santé » rappelle le langage utilisé par les responsables soviétiques au premier jour de Tchernobyl. Certains résidents de Tuapse font eux-mêmes le parallèle avec des publications sur les réseaux sociaux parlant de notre Tchernobyl. Bien sûr, l'échelle est très différente. Tchernobyl était une catastrophe nucléaire. Tuapse était un incendie pétrochimique. Mais l'approche de l'État face aux catastrophes minimisées, balayée du revers de la main, rassurer et tenter de calmer la population est exactement la même. 40 ans ont passé, mais le réflexe du Kremlin n'a pas changé. Tuapse offre déjà à elle seule un tableau dévastateur, mais la campagne ukrainienne contre les raffineries est beaucoup plus vaste. Le lendemain de la troisième attaque contre Tuapse, le 29 avril, des drones ukrainiens ont frappé 2 nouvelles cibles. La raffinerie Orsknefteorsynthèse à Orsk, à 1400 km de la frontière ukrainienne, a été touchée. Cette installation traite 6 millions de tonnes de pétrole par an et fait partie des plus grandes raffineries de Russie. C'est un carrefour essentiel qui approvisionne les régions de l'Oural et de la Volga en carburant, en produisant de l'essence, du diesel, du kérosène et plus encore. Elle avait déjà été attaquée en octobre et en novembre 2025. La stratégie ukrainienne de frappe répétée y est donc également appliquée. Le même jour, à Perm, à plus de 1500 km de là, une station de pompage pétrolier de Transneft a été incendiée. C'était pas une installation ordinaire. Et le choix de cette cible montre la capacité de réflexion stratégique de l'Ukraine. La station LPDS de Perm est un carrefour critique où se croisent les principaux oléoducs du système Transneft. Elle reçoit, stocke et distribue du pétrole provenant des lignes Surgut-Polotsk, Kolmogory-Klin, Perm-Almetievsk et Perm-PNOS dans 4 directions.
Quand une raffinerie est frappée, sa capacité est réduite. Mais quand un carrefour est frappé, tous les oléoducs qui y sont connectés sont perturbés en même temps. La capacité totale est de 180 millions de tonnes par an. Une part importante de la production pétrolière totale de la Russie passe par ce point. 2 réservoirs, chacun d'une capacité de 50 000 mètres cubes, ont été confirmés comme ayant pris feu. 3 heures après l'attaque, la pluie a commencé à tomber, provoquant l'infiltration de pétrole dans les maisons et sur les gens, une scène qui rappelle Tuapse. Quelques jours plus tôt, dans la nuit du 25 au 26 avril, la raffinerie Yanos de Yaroslav avait elle aussi été incendiée. Située à 800 km des lignes de front, cette installation est la 4e plus grande raffinerie de Russie et représente 6% de la capacité totale de raffinage du pays. Elle avait une capacité de traitement quotidienne de 500 000 barils. Des drones ont ciblé l'unité de distillation sous vide et l'installation a été mise hors service par une seule frappe. Pris séparément, chacun de ces assauts est grave. Mais lorsqu'on les place sur une carte, l'image devient un véritable cauchemar pour la Russie. Tuapse, au sud, sur la côte de la mer Noire, est un terminal d'exportation. Yaroslavl-Yanos, au nord-ouest, est la 4e plus grande raffinerie de Russie, traitant 500 000 barils par jour. Perm, à l'est, est un carrefour clé du réseau principal d'oléoducs, distribuant du carburant dans 4 directions. Orsk, au sud-est, est un fournisseur de carburant pour la région Oural-Volga. À cela s'ajoutent les frappes des semaines précédentes contre Syzran, Novokuybishevsk et Saratov. La carte montre la véritable ampleur de la campagne. L'Ukraine frappe simultanément toute l'infrastructure énergétique de la Russie. De la mer Noire au sud jusqu'à Leningrad au nord et de Yaroslavl à l'ouest jusqu'à l'Oral, à l'est, la cible n'est pas seulement une région isolée. C'est tout le territoire qui est visé. C'est le genre de carte qui ruine une phrase choc sur la paix par la force avant même que le panneau des applaudissements ne s'allume. La logique stratégique est claire. En attaquant les principaux carrefours d'oléoducs de la Russie, l'Ukraine cherche à mettre sous pression les 3/4 de son économie. Les drones ukrainiens ont rendu inopérante la moitié des 10 principales raffineries russes, retirant environ 1,45 million de barils de capacité quotidienne. Cela représente une part importante de la capacité totale de raffinage de la Russie. Les forces de défense ont augmenté leur portée de frappe de 170% depuis 2022. Rien qu'en mars, 5 usines stratégiques et 10 installations de raffinage ont été frappées. Ce ne sont pas des attaques isolées. Il s'agit d'une campagne coordonnée qui ferme méthodiquement le robinet pétrolier de la Russie. Les responsables ukrainiens décrivent cela comme la forme de sanction la plus efficace et la plus rapide. Et cette description tient debout parce que ce que le GSEP débat depuis des années des sanctions énergétiques globales, les drones ukrainiens le mettent en œuvre en quelques nuits seulement. Pendant qu'une solution était attendue par les canaux diplomatiques depuis 4 ans, l'Ukraine a mis en place ses propres sanctions cinétiques. Certains commentateurs pro-Trump auraient besoin de 3 cartes et d'une pause publicitaire pour admettre que la pression arrive parfois sans podium doré. Les répercussions économiques sont concrètes et mesurables. L'arrêt de Tuapse a retiré environ 240 000 barils de capacité quotidienne de raffinage. Ce n'est pas seulement une perte d'exportation. Le nafta, le diesel et le mazout expédiés par Tuapse représentaient une part essentielle du trafic de pétrolier en mer Noire. Le trafic de pétrolier a dû être redirigé vers Novorossiysk. Mais la capacité portuaire de Novorossiysk est limitée et déjà congestionnée, ce qui rend un goulot d'étranglement inévitable. Même le discours tarifaire le plus bruyant ne peut pas transformer un port congestionné en capacité supplémentaire du jour au lendemain. Une baisse quotidienne d'environ 300 000 à 400 000 barils s'est produite dans la production pétrolière globale. Sur les 46 réservoirs de stockage de Tuapse, 24 ont été complètement détruits, 4 ont été endommagés et 61% de la capacité de stockage de carburant est devenue inutilisable. Les réparations devraient prendre des semaines, peut être des mois, mais la stratégie ukrainienne de frappe répétée rend les réparations impossibles. Dès que les réparations commencent, l'attaque suivante arrive. Les premiers dommages ont eu lieu le 6 avril. Le site a été frappé de nouveau le 20 avril, avant même que les réparations puissent commencer. Puis le 28 avril, il a subi une destruction permanente. La Russie perd une raffinerie sans même pouvoir la réparer. Cette stratégie est également appliquée à d'autres cibles. La raffinerie de Saratov a été frappée en novembre 2025, puis ciblée de nouveau en janvier 2026, avant que les réparations soient terminées. D'un point de vue militaire, le carburant produit par les raffineries diesel, carburéacteurs, essence va directement aux troupes sur les lignes de front. Lorsque la capacité de raffinage diminue, le carburant qui arrive au front diminue aussi. Les chars sans carburant ne peuvent pas bouger et les avions sans carburant ne peuvent pas voler. En même temps, la Russie est forcée de redéployer ses systèmes de défense antiaérienne autour des raffineries pour protéger son infrastructure énergétique, ce qui affaiblit les défenses le long des lignes de front.
Les conséquences politiques pourraient être encore plus dévastatrices que les conséquences économiques. Ce qui s'est produit à Tuapse a brisé l'affirmation de Poutine selon laquelle tout est sous contrôle. Même à l'intérieur de l'écosystème de propagande du Kremlin, une question a commencé à émerger. Pourquoi la Russie n'arrive-t-elle pas à mettre en place des défenses antiaériennes adéquates? Et pourquoi n'y a-t-il plus de défense antiaérienne à l'extérieur de Moscou? C'est le genre d'affirmation de contrôle total qui sonne puissante seulement jusqu'au moment où la réalité pose une question de suivi. L'aveu est frappant précisément parce qu'il vient du cœur de la Russie de Poutine. Les attaques contre les infrastructures énergétiques critiques continuent et la Russie semble incapable de les arrêter. La question de fond reste sans réponse. Que sont ces drones et pourquoi peuvent-ils continuer à atteindre des cibles aussi critiques? La colère des habitants de Tuapse est plus dangereuse pour le régime que les dégâts causés par les drones eux-mêmes. Les scènes venues de la ville montraient un désastre total. De l'air saturé de fumée, un ciel noir et des colonnes de flammes s'élevant de la raffinerie en feu. La honte exprimée par les résidents ne visait pas la guerre elle-même, mais l'État incapable de les protéger et les laissant à l'abandon. Cette colère grandit un peu plus à chaque attaque répétée. La lassitude face à la guerre était déjà en train de monter. Tuapse a ramené la guerre à la maison et a brisé le mythe d'un arrière-pays paisible. Mais l'impact de ces attaques ne se limite pas à la colère dans les rues. Il ébranle aussi le réseau d'argent et de pouvoir autour du Kremlin. La raffinerie de Tuapse appartient à Rosneft. À la tête de Rosneft se trouve Igor Sechin, l'un des plus proches alliés de Poutine. Sechin, lié à Poutine depuis l'époque soviétique, est considéré comme l'architecte de l'empire énergétique russe et comme le deuxième homme le plus puissant de Russie. L'incendie de Tuapse touche directement les résultats de son entreprise avec des milliards de dollars de capacité d'exportation annuelle qui partent en fumée. Sechin n'est pas seul. Transneft, la société d'oléoducs ciblée lors de l'attaque de Perm, est le monopole d'État qui contrôle toute l'infrastructure de transport pétrolier de la Russie. Les dirigeants et les actionnaires qui partagent les profits de cette société sont des membres indispensables du cercle rapproché du Kremlin. L'incendie de 100 000 mètres cubes à Perm creuse également un trou dans leur portefeuille. Ces oligarques vivent depuis des décennies dans le cadre d'un accord avec Poutine. Le système leur apporte de l'argent et en retour, ils restent loyaux. Mais le fondement de cet accord était le flux sécurisé du pétrole. Et ce flux est maintenant perturbé. À mesure que l'argent dans les poches des oligarques diminue, leur loyauté envers le Kremlin commence à être remise en question. Il n'y a pas encore de rébellion ouverte, mais le malaise, derrière les portes closes, grandit un peu plus avec chaque réservoir de stockage en feu. C'est une loyauté par facture, pas une loyauté par conviction, ce qui fait de chaque réservoir en feu un comptable très persuasif. Les alliés étrangers de Poutine observent aussi ce qui se passe. Lorsque les exportations pétrolières russes diminuent, la Chine et l'Inde, les plus grands clients énergétiques de la Russie, commencent à exiger des prix plus bas parce qu'elles savent que la Russie n'a pas d'autres options et qu'elles peuvent utiliser cette faiblesse à la table des négociations. L'Iran, au cœur de sa propre crise énergétique, attendait de la Russie de la technologie et des investissements. Mais la capacité de la Russie à offrir quoi que ce soit à l'Iran est affaiblie lorsqu'elle ne peut même pas protéger ses propres raffineries. L'art de la négociation prend une autre allure quand l'autre camp sait que votre entrepôt est en feu. L'équilibre au sein de l'OPEP+, est lui aussi en train de changer. Lorsque la Russie ne peut pas respecter ses quotas de production, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont prêts à récupérer des parts de marché. Les drones ukrainiens érodent donc non seulement le métal et le béton, mais aussi le réseau de loyauté autour de Poutine, ses partenariats commerciaux et sa position géopolitique. Chaque raffinerie qui brûle vide les coffres du Kremlin. Chaque oléoduc arrêté ébranle la confiance des alliés et chaque ville évacuée ternit davantage l'image de dirigeants forts de Poutine. Ce qui se passe dans la Russie d'aujourd'hui est aussi une répétition de l'histoire. Le pétrole a toujours joué un rôle décisif dans les guerres. En 1942, l'Allemagne nazie a lancé une offensive dans le Caucase pour exactement la même raison, l'opération Edelweiss. L'objectif d'Hitler était de s'emparer des champs pétroliers de Maïkop, Grozny et Bakou afin de priver de carburant la machine de guerre soviétique. Tuapse était alors aussi un point critique en tant que port et centre de raffinage sur la côte de la mer Noire. Elle servait de porte d'entrée du pétrole soviétique vers le monde. Les Allemands ont avancé jusqu'à Maïkop, mais les Soviétiques ont incendié leurs propres installations pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de l'ennemi. Des incendies massifs, une fumée noire et une dévastation écologique avaient aussi été observés à cette époque. 84 ans plus tard, les mêmes scènes se répètent dans la même ville. La différence réside dans la méthode. En 1942, il fallait des centaines de milliers de soldats et des bombardiers. Aujourd'hui, des drones coûtant seulement quelques milliers de dollars font le même travail. L'Ukraine peut mener cela simultanément sur un territoire beaucoup plus vaste. La logique n'a pas changé en 84 ans. Couper l'approvisionnement en pétrole de l'ennemi, briser sa capacité à faire la guerre. La seule chose qui a changé, c'est le coût des outils. Et cet écart de coût fait pencher la situation en faveur de l'Ukraine. Une campagne ne devient pas plus intelligente parce qu'elle est plus bruyante à un podium. Parfois, elle devient plus intelligente parce qu'elle coûte moins cher et frappe exactement là où ça fait mal. Vue dans son ensemble, la campagne ukrainienne contre les raffineries est devenue l'un des fronts les plus efficaces de la guerre.
La moitié des 10 principales raffineries est hors service. Une capacité quotidienne de 45 millions de barils est maintenant inutilisable. La portée des frappes a augmenté de 170% depuis 2022. Les attaques répétées contre les mêmes cibles empêchent les réparations. Chaque attaque force la Russie à disperser ses défenses antiaériennes, à ralentir sa production et à réorganiser sa logistique. Face à cette campagne, la Russie a très peu d'options. Elle n'a pas assez de défense antiaérienne pour protéger en même temps des milliers de kilomètres d'oléoducs, des dizaines de raffineries et des centaines de réservoirs de stockage. La réalité, c'est qu'il n'existe plus de réseau de défense antiaérienne significatif à l'extérieur de Moscou. Et le problème n'est pas seulement une question de nombre, mais aussi de répartition. Lorsque des batteries Squad-100 sont retirées des lignes de front et redéployées autour des raffineries, les défenses à Donetsk ou à Kharkiv restent exposées. Lorsque des systèmes Pansir sont envoyés à Tuapse, le parapluie de protection au-dessus des bases en Crimée s'amincit. La Russie est forcée de redistribuer constamment ses ressources limitées et chaque redéploiement crée une brèche ailleurs. L'Ukraine exploite précisément ce dilemme. Une nuit Tuapse, la nuit suivante Perm, puis Orsk. Une nouvelle frappe arrive avant que la Russie puisse déterminer ou déplacer ses défenses. La réparation des installations endommagées par les sanctions devient aussi de plus en plus difficile. Il existe une pénurie chronique de pièces de rechange, de travailleurs qualifiés et d'ingénieurs. Le temps que les équipes de réparation se mettent au travail, la vague suivante de drones arrive. Le fait que Tuapse ait été frappé 3 fois de suite en est la preuve. La hausse des prix mondiaux du pétrole, avec le Brent dépassant les $100 le baril en raison de la crise iranienne, a partiellement profité à la Russie. Mais la baisse de la capacité d'exportation a largement effacé cet avantage. S'il n'y a pas de pétrole à vendre à prix élevé, le prix élevé ne signifie rien. Et semaine après semaine, la quantité de pétrole disponible à la vente continue de diminuer. Une flambée des prix n'est pas un tour de victoire quand le produit est coincé derrière la fumée, les goulots d'étranglement et des équipes de réparation qui ne terminent jamais. Tuapse est devenu le symbole de cette campagne. Du pétrole qui tombe du ciel, des familles évacuées, du carburant qui se déverse dans la mer Noire, la propagande officielle qui admet son impuissance et une nappe de pétrole qui dérive vers le palais de Poutine. Ce dernier détail peut être l'ironie la plus forte. Les conséquences de la guerre de Poutine ont littéralement atteint son propre seuil. Les drones ukrainiens ciblent chaque nuit une nouvelle raffinerie, une nouvelle station de pompage ou un nouveau réservoir de stockage et la Russie ne peut pas les arrêter parce qu'elle n'a ni les ressources ni le temps de protéger ces milliers de kilomètres d'infrastructures énergétiques. L'Ukraine applique les sanctions énergétiques que le G7 débat depuis des années sans réussir à les mettre pleinement en œuvre en utilisant des drones qui coûtent seulement quelques milliers de dollars. Il s'avère qu'un train de sanctions n'a pas besoin d'une phrase choc à la télévision quand le système de livraison connaît déjà l'adresse. Chaque raffinerie frappée enlève une tranche du budget de guerre du Kremlin. Chaque réservoir de stockage en feu réduit le carburant destiné aux lignes de front. Chaque famille russe forcée d'évacuer ressent le coût de la guerre dans sa propre vie. Et chaque déclaration affirmant qu'il n'y a aucun risque pour la santé érode un peu plus la confiance du public envers l'État. Les habitants de Tuapse ne sont plus enviés pour vivre au bord de la mer. À Perm, le ciel est aussi sombre que la nuit en plein midi. À Orsk, la raffinerie brûle. Même la propre propagande de Moscou ne peut plus cacher la réalité centrale. La Russie ne peut pas l'arrêter. Le pétrole était le sang vital de la Russie et l'Ukraine tranche ses artères une par une. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.